Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre une audition, l'audition d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, interrogée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat, interrogée bien sûr sur la pollution de l'air. La maire de Paris qui assume sa politique visant à réduire la place de la voiture polluante. Je ne peux pas attendre que tout le monde soit d'accord pour régler le problème, a déclaré lors de cette audition Anne Hidalgo. Sur la pollution, la maire évoque un problème de santé publique, responsable selon elle, elle a redit ces chiffres lors de cette audition, vous allez l'entendre, responsable de 2500 décès prématurés dans Paris intramuros et de 6000 morts dans la métropole du Grand Paris. Puis autre dossier polémique, la piétonisation des voies sur berge rive droite. Là encore, Anne Hidalgo a vertement répliqué aux élus Les Républicains qui l'interpellaient. Non, ce n'est pas vrai de dire que ce que nous avons fait à Paris aurait généré des pollutions supplémentaires. C'est totalement faux. Ce sont des bêtises. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre cette audition, d'écouter Anne Hidalgo. C'est un honneur que de venir parler devant vous d'un sujet dont vous vous êtes saisi. Et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est d'abord un sujet de santé publique. Vous avez rappelé le nombre de morts par an en France. Sur Paris, ville de Paris, ce sont 2500 décès par an liés à la pollution de l'air. Et sur la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire la zone dense qui englobe 7 millions d'habitants, ce sont 6000 morts par an liés à la pollution de l'air. On parle de mortalité, on pourrait aussi parler de toutes les maladies qui sont liées à la pollution. Et nous avons eu d'ailleurs la semaine dernière à l'Hôtel de Ville un colloque. Je me permettrai de vous faire parvenir les différentes communications faites par les médecins, les professeurs, sur la base de plusieurs études épidémiologiques, dont certaines d'assez long terme. Une étude de cohorte qui a été lancée en 2005, et puis des études plus récentes qui montrent aussi les liens entre cette pollution de l'air et un certain nombre de maladies cardiovasculaires, pas simplement des maladies respiratoires. Et puis si on va un peu au-delà, il y a aujourd'hui aussi un certain nombre d'études qui sont faites avec des publications qui ont eu lieu notamment dans des revues scientifiques aux États-Unis qui établissent les liens entre pollution de l'air, notamment particules fines, et Alzheimer, l'augmentation des cas d'Alzheimer, et le lien aussi entre particules fines et autisme est aussi un lien qui est fait par les scientifiques qui sont en train de travailler sur le sujet. Donc c'est un sujet majeur qui n'est pas nouveau à Paris, puisque dès 2001, avec l'équipe de Bertrand Delanoë, notre équipe s'appelait à l'époque Changeons d'air. Donc pour vous dire que dès 2001, c'était un sujet que nous avions pris à bras-le-corps. Mais à cette époque, on ne connaissait pas encore d'abord ces chiffres de mortalité et on n'avait pas encore tous les éléments, même très peu d'éléments, sur le lien direct avec les particules fines qui sont liées notamment à l'usage des moteurs diesel, avec donc aujourd'hui un ensemble de connaissances que nous avons et qui ne sont pas contestables, qui sont portées aussi par l'OMS. Donc dès 2001, nous avons engagé à Paris une politique visant à réduire la place de la voiture polluante et à offrir des alternatives de transport, avec notamment des moyens importants mis sur les offres de bus en site propre pour qu'ils puissent effectivement ne pas être freinés par le flux de circulation classique. Nous avons mis en place et commencé à construire le tramway, fameux tramway des Maréchaux, qui en fait permet à plus de 50% de population francilienne de travailler et d'utiliser ce tramway. Et puis nous avons mis en place dès 2007 des offres, des nouveaux services inventés comme Vélib, Autolib un peu plus tard. Donc dès 2001, une préoccupation liée à la question du trafic automobile comme principale source et cause de pollution en ville.
parce que c'est vrai qu'il y a d'autres sources de pollution sur lesquelles nous travaillons, notamment la construction, les bâtiments génèrent également, bien sûr, des pollutions, mais dans une ville comme Paris, c'est essentiellement à travers le trafic automobile. D'ailleurs, depuis 2001, moins 30% de trafic automobile à Paris et moins 30% de pollution à Paris, même si on a pu mettre en évidence en 2013 que la pollution avait baissé, mais qu'avant 2013, on ne prenait pas en considération les particules fines et que la très forte dieselisation du parc automobile français et aussi parisien avait eu un effet qu'on ne pouvait mesurer qu'après 2013 sur notamment la pollution aux particules fines, qui a été un des sujets auxquels je me suis vraiment attaquée lorsque je suis devenue maire. Donc une politique de long terme qui produit ses effets, qui bien sûr dès 2001 a été génératrice de polémiques, puisque vous l'avez dit, lorsqu'on s'attaque à la voiture, enfin en tout cas pris comme ça, ce qui n'est pas le sujet, c'est s'attaquer à la pollution, on a forcément des réactions assez importantes. En 2014, lorsque je suis devenue maire, et au vu des études plus fortes et intéressantes existant sur le diesel, j'ai annoncé assez vite la sortie du diesel et j'ai annoncé bien sûr un plan de mobilité permettant de jouer notre rôle de capital, donc avec une mobilité importante, mais une mobilité qui ne doit plus, en tous les cas, s'appuyer sur le véhicule individuel polluant. D'ailleurs, dans les chiffres intéressants, le fait que les Parisiens aujourd'hui soient de moins en moins propriétaires de véhicules, c'est une donnée aussi très importante. En 2001, il y avait plus de 60% des Parisiens qui étaient propriétaires d'un véhicule. Aujourd'hui, nous sommes à 37%, donc il y a une diminution extrêmement importante du taux de possession de véhicules, sachant qu'il y a des alternatives. Donc, à partir de 2014, nous avons mis en place, et c'était d'ailleurs un point débattu, qui a fait l'objet de l'arbitrage démocratique de l'élection municipale, puisqu'elle a porté sur la question de la pollution pour l'essentiel. Nous avons mis en place un plan pour accélérer, notamment par, comme le font toutes les communes de France d'ailleurs, le pincement des entrées de véhicules dans les centres-villes pour pouvoir justement permettre une circulation apaisée et une baisse de la pollution. Donc, dans ces mesures-là, l'idée, bien sûr, de supprimer l'autoroute urbaine des voies sur berge, 3 km 3, mais enfin, une autoroute très symbolique qui permettait à 40 000 automobilistes de l'emprunter. 40 000, ça peut paraître beaucoup, mais comparé aux millions de personnes qui empruntent les transports en commun tous les jours, c'est assez dérisoire dans le volume de 10 millions de personnes qui utilisent les transports en commun en Île-de-France tous les jours. Et dans ces personnes-là, enfin, je peux vous donner d'autres chiffres, 9 Parisiens sur 10 n'utilisent pas la voiture pour aller travailler, donc c'est 1 sur 10, et 2 Franciliens sur 10 seulement utilisent la voiture pour venir à Paris travailler. Donc là aussi, on parle d'une minorité et un usage de 3 km 300 de voirie parisienne sont devenus le cœur d'une actualité, bien sûr, dans un univers que vous connaissez aussi bien que moi, où l'hystérisation du débat politique est devenue la règle. D'ailleurs, on ne parle plus de débat, on parle de polémique. Bon, comme si notre capacité à poser des arguments, à contre-argumenter et à arbitrer en connaissance de cause était quelque chose que nous devions laisser aux oubliettes. Donc la politique que nous conduisons depuis 2014, c'est bien sûr réduire la place de la voiture polluante et offrir des alternatives en termes de mobilité. Et de ce point de vue,
c'est quelque chose qui est fait dans toutes les grandes villes du monde. J'ai l'honneur de présider un réseau de grandes villes qui s'appelle le C40. Nous réunissons 92 des plus grandes métropoles mondiales, 650 millions d'habitants, 25% du PIB de la planète. Et dans toutes ces villes regroupées au sein du C40, qui est un réseau organisé pour justement accompagner toutes les mesures visant à répondre au changement climatique et à la question de la pollution, toutes ces grandes villes vont exactement dans le même sens. C'est-à-dire que nous avons d'ailleurs partagé ensemble une stratégie qu'on a appelée Deadline 2020, qui a été votée au sein du C40 et que toutes les villes du C40 sont aujourd'hui en train de mettre en œuvre et qui passe notamment par la réduction de la part de la voiture polluante dans les centres-villes et l'ouverture vers d'autres types de mobilité et bien sûr aussi les mobilités douces dans tous les travaux d'infrastructures que nous sommes en train de faire. Il y a non seulement des infrastructures de transport un peu plus lourd de surface, je pense au tramway, je pense au plan bus sur lequel nous sommes, mais aussi bien sûr au plan vélo, nous inspirant d'ailleurs de Copenhague, qui est quand même la ville aujourd'hui qui inspire le monde entier en matière de vélo. Donc nous sommes engagés dans cette politique très concrète depuis 2014, avec des résultats intéressants, notamment en baisse de trafic automobile sur Paris, puisque nous avons de l'année 2017 à l'année 2016 baissé environ de 4% le trafic automobile dans la capitale. Et depuis janvier 2018, nous avons une baisse extrêmement importante. Mois de janvier 2018 par rapport à 2017 de 4,8% de baisse de trafic automobile. Le mois de février, moins 11% de trafic automobile par rapport au mois de février 2017. Et sur le mois de mars, moins 8%. Par rapport au mois de mars 2017. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président, Madame le maire de Paris. La question de la qualité de l'air dans la métropole est évidemment une question majeure de santé publique. Nous sommes dans une période de transition énergétique. On fait face à la nécessité de nous adapter au changement climatique et il faut aussi changer les comportements. Alors vous agissez, vous avez mis, vous l'avez dit, les bus en site propre, mais d'après des statistiques de la RATP, ils circulent moins vite, les bus. Vous avez également agi pour permettre une diminution du trafic de moins 30%, ce qui a entraîné une diminution de la pollution de moins 30%, mais il semble que statistiquement, là encore, les résultats en termes de diminution de pollution auraient dû être meilleurs compte tenu des améliorations technologiques avec les moteurs plus récents. Comment l'expliquer? Il semble que ce soit la question de la congestion du trafic. Alors, comment régler cette question de la congestion du trafic routier dans la capitale aujourd'hui? Autre point, si on compare les actions d'autres grands pays et des grandes cités dans des pays avec des gouvernances différentes, mais prenons la Chine, Pékin et Shanghai ont décidé de baisser de façon importante la pollution et ça a entraîné des conséquences importantes en termes de destruction d'emplois. Donc la question, c'est trouver le bon équilibre. Et avez-vous, selon vous, trouvé le bon équilibre pour régler l'urgence sanitaire d'améliorer la qualité de l'air à Paris tout en préservant des fondamentaux économiques et sociaux? Merci. Merci. Madame Vullien. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Hidalgo, je suis de la région lyonnaise, maire de Dardilly, nous avons eu l'occasion de nous croiser. Hein, voilà. Moi, en fait, je ne vais pas tenir la même question ni le même discours que mon collègue. Au contraire, je voudrais vous féliciter pour avoir eu ce courage. On l'a appliqué aussi à Lyon et on voit les résultats. On voit les résultats des voies sur berge qui ont été rendues à la population et à leur vraie vocation. La vocation n'était pas de faire rouler des bagnoles sur ces endroits-là. Et vous avez eu ce courage. Et moi, je peux que
vous féliciter et vous dire qu'il faut continuer dans cette voie, parce qu'à un moment donné, on sait très bien qu'on ne fera pas plaisir à tout le monde. Donc il y a un point aussi qui peut-être n'a pas été évoqué, c'est la logistique urbaine. Je sais que à Lyon, on en est préoccupé, parce qu'il faut arriver à faire cohabiter le transport, et le transport en plus avec tous ces achats qui sont faits sur Internet font qu'il faut organiser la ville différemment. On avait eu l'occasion de venir, j'avais eu l'occasion de voir avec la RATP ce qui était fait sur ces fameuses encoches en Lincoln, mais qui ne donnent pas toute la satisfaction voulue. Donc ce gros travail sur la logistique urbaine qui peut participer aussi d'ailleurs à une ville apaisée, mais aussi à moins de pollution. Voilà, cette question-là. Je vous remercie, mais vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Houllegatte, ouais, j'en suis troublé. Monsieur Houllegatte. Merci Monsieur le Président, Madame la maire. Au titre des mobilités, là, je vais parler plutôt de planification urbaine. Au titre des mobilités, donc les liaisons domicile-travail, bien évidemment, ont un impact extrêmement important sur la qualité de l'air. Et force est de constater que ces distances entre le lieu de travail et le lieu de domicile ont tendance à s'accroître. Paris intramuros, d'ailleurs, perd 9000 habitants par an. Alors ma question, elle est très simple, c'est que la loi Elan va prochainement être examiné, notamment au Sénat. Alors, est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que ça va être marginal pour vous? Ou est-ce que cette volonté de transformer des bureaux vacants, notamment en logements d'habitation, et aussi de régler juridiquement le problème de l'encadrement des loyers, pour lequel il y avait une expérimentation à la fois sur Paris et sur l'île, est-ce que vous pensez que ça va être significatif ou c'est quelque chose qui va être marginal, notamment au titre de la qualité de l'air? Merci, Monsieur Gontard. Merci Monsieur le Président, Madame la maire de Paris. Moi aussi, je voulais quand même vous féliciter pour ce courageux combat pour améliorer la qualité de l'air. C'est un enjeu de santé publique. Il y a eu beaucoup de questions qui ont déjà été posées. Moi, j'ai vu que vous aviez lancé une étude sur la gratuité des transports. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. C'est vrai qu'en la matière, on sait qu'il n'y a pas de solution miracle. Et je pense qu'il faut étudier toutes les solutions et que ça peut en être une. En tout cas, ça mérite d'être étudié. Et je voulais savoir si vous avez parlé du C40, enfin, en tout cas, s'il y avait des partages d'expériences, en tout cas des réflexions communes sur des villes européennes ou même françaises. Voilà, merci. Merci, Monsieur Gold. Merci Monsieur le Président. Madame la maire, vous avez rappelé les effets néfastes des véhicules individuels sur la santé et sur la qualité de l'air à Paris. Je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, nous sommes tous sensibles au fait que les collectivités s'engagent sur le développement de modes de transport doux et plus respectueux de l'environnement. Et certaines grandes villes expérimentent depuis quelques années des navettes électriques autonomes. Alors plusieurs navettes ont ainsi été expérimentées en région parisienne. J'aimerais connaître quelle est la position de la mairie de Paris sur ces véhicules autonomes et s'ils ont vocation à se multiplier dans la capitale à moyen et long terme. Et puis Paris a la chance de bénéficier d'un fleuve qui passe et qui traverse la capitale. Est-ce que là aussi, est-ce que c'est complètement utopique de penser à des navettes autonomes à la fois pour des transports de personnes et des transports de marchandises qui rejoignent la logistique dont on parlait tout à l'heure? Merci, Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que ça a été dit, mais on doit rendre hommage à Madame la maire de Paris pour son volontarisme, et on voit bien à travers la faiblesse du débat public à quel point les grands enjeux sur la santé ou le climat passent toujours après l'emmerdement immédiat et qu'on a du mal à structurer un débat sur les vrais grands enjeux. Je vais faire écho à une question précédente qui est que au-delà du volontarisme sur les choix de mobilité, je crois que là, il y a vraiment une volonté d'expérimenter la totalité de ce qui est disponible dans le catalogue mondial ou européen. Cette question qu'on retrouve sur toutes les métropoles, une tendance des métropoles à attirer l'activité économique et à perdre leurs habitants. L'effondrement parisien des années 60-70 en nombre d'habitants, on l'a tous en mémoire, est quand même aussi un des grands enjeux. C'est-à-dire comment aujourd'hui une grande ville qui a tout intérêt à concentrer l'activité économique, y compris pour son équilibre budgétaire, peut faire pour faire en sorte que le matin, il y ait autant de gens qui partent travailler ailleurs que de gens qui arrivent travailler, parce que si on n'a pas cet équilibre-là, on ne réglera pas les questions de mobilité. Merci beaucoup. Monsieur Jacquin. Merci, Président.
Je pense que notre rapporteur de Ville a posé une question qui me semble tout à fait essentielle sur la coordination des politiques publiques dans ce domaine-là, particulièrement la qualité de l'air. C'est un vrai enjeu collectif. C'est difficile de traiter ça au niveau municipal, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je voulais poser une question sur la gratuité des transports. Il me semble que votre manière d'avoir posé la question est certainement une manière d'amener le débat sur cette question. N'y a-t-il pas à travailler de manière beaucoup plus fine les tarifications solidaires? Mais l'essentiel de ma question sera sur le risque de judiciarisation et d'interpellation pénale. On voit ce qui s'est passé dans la vallée de l'Arve avec la première action collective dans ce domaine. Je voulais savoir comment vous anticipez ce risque. Vous apparaîtrez peut-être dans de futurs débats entre élus locaux et justice comme une référence en matière de, je ne veux pas dire lanceurs d'alerte, mais les politiques engagées ici avec courage feront certainement référence. Mais c'est un risque quand même très très important pour les élus locaux, maintenant qu'on sait les dommages, de savoir anticiper cette question et de s'y prémunir, pas en termes juridiques, mais par des politiques efficaces. Merci, Monsieur de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame le maire, nous sommes des élus ruraux et nous sommes fiers de notre capitale. Très bien. Néanmoins, nous partageons, comme dirait l'autre, les soucis de tout le monde avec les embouteillages à l'entrée de Paris qui sont de plus en plus récurrents et de plus en plus lents pour intégrer la capitale d'une part. Et puis deuxièmement, mais tout le monde a parlé des problèmes de l'air et du rôle de l'automobile, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi, dans le cadre de l'habitat, des commerces, du chauffage et en été, au contraire, de l'air frais, là, avec les portes ouvertes et autres. Je suis persuadé que ça doit jouer, l'air conditionné doit jouer aussi un rôle dans le cadre de la pollution. Moi, j'ai d'autres questions un peu sur l'attractivité de la capitale. Et notamment le problème des gares et le problème de l'arrivée devant les gares. Je prends la gare Saint-Lazare, qui est pas très loin de là où je réside à Paris, la gare du Nord, pour ma belle famille, et puis la gare Montparnasse quand je viens de la province. Donc autant peut-être l'intérieur de les gares aujourd'hui est amélioré, autant l'esplanade et l'accueil qui est présenté devant les gares, à mon avis, suscite un effort important si on veut vraiment que l'accueil de Paris soit au niveau de la qualité architecturale. Merci. Monsieur Fouché. Monsieur le Président, Madame la maire de Paris, bon, je suis à la fois moitié citoyen de la Vienne, mais moitié citoyen aussi de Paris, puisque j'habite une partie de l'année à Paris. Je vois les décisions que vous prenez. Ce sont des décisions courageuses, parce que c'est pas facile. En plus, électoralement, c'est pas facile du tout. Bon, alors je voudrais vous poser deux questions. Vous avez parlé de la politique des bus propres. Effectivement, les bus propres, les utilisent. Ils sont aussi rapides que les autres. Utilisent fréquemment. Ce que je voudrais savoir simplement, c'est quelle est la période, il faut combien de temps pour que tous les bus soient remplacés par des bus propres. Et la deuxième question, c'est qu'il y a un facteur de pollution dont on ne parle pas, mais qui a des résonances sur le dérèglement climatique, c'est tout ce qui est climatisation. La climatisation, c'est quand même une pollution. Et donc, il y a beaucoup d'appartements qui sont occupés de clim, les voitures, les bureaux, etc. Mais est-ce que vous avez une certaine influence sur les constructions publiques qui se font, genre HLM, etc., pour éviter que tous ces appartements soient pollués, soient climatisés, parce que vraiment, c'est quand même quelque chose de grave. J'en ai terminé, Monsieur le Président, j'ai été bref. Mais j'allais le souligner, Monsieur Fouché, je vous en remercie. Je vais pouvoir donner tout de suite la parole comme ça à Mme Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la maire de Paris. Merci pour le discours clair, courageux et engagé. Donc les problèmes de pollution de l'air sont très préoccupants, non seulement parce que l'Europe nous rappelle à l'ordre, mais surtout parce que nous avons un réel problème de santé publique et
cela seul devrait nous faire réagir. Alors je vais vous parler de problèmes de santé qui n'ont pas été évoqués, notamment d'une étude qui a été menée sur les enfants et sur leur exposition même à l'état dans la période fœtale et sur les conséquences, notamment sur les retards cognitifs. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cette problématique, mais il y a aussi ce problème-là. Et ça, puisque nous sommes tous des parents, cette problématique-là devrait nous faire réagir très fortement. Beaucoup a été fait, alors, et des améliorations sont là, mais visiblement pas suffisantes. Et je n'ose imaginer où nous en serions si rien n'avait été fait. Après, je me pose aussi la question de la pollution intérieure des maisons. En tant que prof de physique, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce qu'on sait l'impact, quand on parle du nombre de décès par an, est-ce qu'on connaît l'impact de cette pollution intérieure? Parce que là, du coup, ce n'est pas le transport, c'est d'autres choses. C'est les peintures, les colles, les vernis. Donc là aussi, il y a sans doute des marges de manœuvre. Après, pour que cela soit bien accepté, toutes les mesures très intéressantes que vous avez prises, est-ce qu'il ne faut pas aller davantage sur l'information, sur l'éducation? Et puis finalement, pour reprendre des choses qui ont déjà été dites, est-ce qu'il ne faut pas envisager effectivement une densification urbaine bien plus importante, parce qu'on va arriver quelque part à un noyau dur où on ne pourra plus agir. C'est vrai que les transports propres, entièrement d'accord, mais on en est loin pour l'instant. Donc voilà, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre importantes ou pas sur ce qu'on peut faire ou pas? Parce que j'arrive pas à bien imaginer. Merci, Monsieur Mandelli. Oui, Monsieur le Président, Madame la maire, alors je suis comme certains de mes collègues, je fréquente Paris plusieurs jours par semaine et j'y viens comme on vient de la Sarthe et de la Mayenne ou de la Vienne. Et Paris est une ville attractive, les plus belles, sinon la plus belle capitale du monde. Et donc à ce titre accueille bien sûr les gens que je viens de citer, mais aussi des touristes en nombre important. Ma question porte sur l'intermodalité entre les bus, les autocars qui peuvent venir pour une journée de province et d'ailleurs, des gens qui font aussi des liaisons avec ce qu'on appelle encore les cars Macron, et ces autobus, ces autocars sont relégués aujourd'hui plutôt en périphérie, même si les choses tendent à s'améliorer en termes d'accueil. Est-ce qu'il est envisagé à terme pour des bus qui pourraient être des bus propres de prévoir au cœur de Paris, à proximité des gares, qui sont aussi des pôles d'intermodalité importants, l'accueil de ces bus? J'étais hier avec l'un de vos adjoints d'ailleurs, une première mondiale qui a été organisée par un opérateur important sur un bus propre électrique qui va relier sur une longue distance, alors c'était un clin d'œil sans doute, Paris à Amiens avec une autonomie de 250 km. Est-ce que la multiplication de ce type d'équipement pourrait permettre d'envisager à terme, comme je le disais dans ma question, un accueil au cœur de Paris pour ces bus-là et non pas les reléguer en périphérie? Merci Monsieur Mandelli. Monsieur Husson, nous avons fini avec les membres de la Commission, donc on va pouvoir donner la parole aux membres extérieurs à la Commission. Monsieur Husson. Pardon, merci Monsieur le Président, Madame le maire. Je m'associe, moi, très sincèrement aux compliments qui vous sont adressés, en tous les cas, pour le fait d'oser affronter l'opinion, parce que ça n'est pas facile, sur un sujet qui, de toute façon, tout le monde l'a dit, est d'abord un sujet de santé publique. Je veux rappeler, pour avoir conduit la commission d'enquête avec Leïla Ichi sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, que nous avions, en faisant large, estimé que ça coûte de l'ordre de 100 millions d'euros par an à la France. Et je veux le rapporter au coût, à la mobilisation des moyens qui avaient été demandés aux pays dans le cadre de l'accord de Paris à l'échelle de la planète. Par an, on demandait 100 milliards de dollars. Donc, dans un cas, on est en France, et dans l'autre, on est à l'échelle de la planète. C'est simplement pour dire que, au-delà des accords ou des désaccords, il y a un vrai sujet. Comme beaucoup a été dit, moi, je souhaitais revenir sur 2 ou 3 éléments.
sauf erreur de ma part, Madame la maire, je pense qu'il y a une petite digression dans les chiffres entre les gaz à effet de serre et certains polluants. À Paris comme ailleurs, c'est essentiellement le secteur résidentiel et tertiaire qui, en termes de gaz à effet de serre, est prédominant, de l'ordre de 40%, plus que le trafic routier qui est de l'ordre de 25%. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dans les éléments qui n'ont pas été abordés et qui sont, me semble-t-il, fortement préoccupants. Globalement, on a beaucoup parlé de la place de la voiture. Je voudrais juste, puisqu'on a parlé beaucoup de transport en commun, rappeler et signaler que la pollution des réseaux souterrains et du métro est infiniment plus importante que celle qui se passe en surface, ce qui veut dire que les responsabilités sont partagées. Et lorsque nous avions auditionné à l'époque la nouvelle directrice de cabinet de la ministre qui était Elisabeth Borne, elle venait d'être nommée à la RATP, elle avait bien reconnu que c'est un vrai sujet et qu'aujourd'hui ce sujet n'est pas traité. Donc on ne peut pas demander aux populations de passer et vouloir privilégier le transport en commun et ne pas avoir dans le même temps de vrais efforts pour lutter contre la pollution de l'air. Deuxième élément, il a été abordé par une ou deux personnes, c'est le niveau de la pollution de l'air intérieur, qui est également une vraie préoccupation. Des mesures ont été prises récemment en direction des collectivités locales, notamment dans les écoles où des efforts doivent être menés. C'est à la fois ambitieux, mais il faut reconnaître que tout ça n'est pas forcément évident. Troisième point, et me semble-t-il peut-être le plus important, c'est dans la responsabilité, qui est une responsabilité collective, que l'État a insidieusement et subrepticement passé aux collectivités dans le cadre de la loi NOTRe sur les responsabilités en termes de mise en œuvre de moyens pour combattre la pollution. L'État n'a pas rempli sa mission hier. Je pense qu'il a d'abord une mission à remplir avec et aux côtés des collectivités territoriales. Donc, quel est, de votre point de vue, quelles actions la ville de Paris, mais également les grandes villes, puisque c'est essentiellement dans ces territoires que les phénomènes sont le plus relayés, ce que vous avez appelé l'hystérisation. Même si, dernier élément, Monsieur le Président, je rends hommage à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la pollution, elle n'a pas les mêmes caractéristiques selon les territoires et selon les saisons. C'est donc un sujet qui reste particulièrement compliqué. Les épisodes n'ont pas les mêmes causes et il faut pourtant essayer d'y répondre. Merci. Alors je vais d'abord donner la parole à M. Pemezec parce qu'il est membre de la commission, mais comme il est caché, je n'avais pas vu qu'il demandait la parole depuis très longtemps. Donc M. Assouline va attendre en quelques instants. Merci. Alors pardonnez-moi, mais moi j'amènerais une voix un petit peu dissonante. Je trouve aussi que les objectifs de Madame le maire de Paris sont légitimes, sont des belles ambitions, mais je pense que tous les élus de quelque territoire qu'ils soient ont l'ambition de voir leurs habitants heureux, respirer de l'air sain et vivre dans un monde paradisiaque. Seulement, par exemple, priver les voies sur berge de circulation est aussi une belle idée, même s'il n'était pas nécessaire de le faire sur toute sa longueur et s'il y avait peut-être d'autres solutions de faire. En tout cas, moi je considère que quand on est un élu, on ne peut pas faire les choses sans concertation. Et tout cela se fait sans concertation avec les villes qui sont autour de Paris et qui aujourd'hui sont congestionnées et qui donc connaissent une pollution plus importante, mais c'est vrai aussi à Paris, du fait de ce congestionnement. Et je crois que lorsque l'on veut satisfaire un objectif, eh bien, on organise les choses et on les organise en concertation, c'est-à-dire qu'on prévoit des solutions alternatives. Or là, on nous dit voilà, Paris est pollué, on veut que les nuages soient ailleurs que sur Paris, donc on débarrasse Paris des voitures. Seulement, comment fait-on quand on y travaille, puisqu'aujourd'hui les transports dignes de ce nom n'existent pas encore, ne sont ni sûrs, ni ponctuels, ni suffisants. Donc la réalité est bien différente de celle idéale que vous avez décrite, et donc pardonnez-moi de m'inscrire en faux par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites. Peut-être faudrait-il travailler sur d'autres choses, vous en avez parlé, sur des transports en commun plus nombreux, moins polluants, sur des voitures aussi peut-être, moins polluantes, mais pas sur cette organisation un peu autoritaire,
sans concertation avec les villes de la périphérie de Paris et qui aujourd'hui congestionnent complètement Paris, parce que c'est ça la réalité, c'est une congestion importante et une pollution plus importante. Et vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que ça avait assez peu d'effet, tout ce que vous avez fait sur le nombre de voitures, moins 4%, par rapport à ce qui a été fait, c'est quand même extrêmement faible. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un besoin de circuler, un besoin de se déplacer pour travailler, et je pense qu'on s'y prend complètement à l'envers pour atteindre un objectif qui, je le reconnais, est un objectif louable. Merci beaucoup. Monsieur Assouline, cette fois. Oui, je veux remercier cette commission d'avoir ouvert, parce que c'est un sujet très transversal, et puis aussi de remarquer, parce que je connais chacun ici, que certains, et c'est la marque de fabrique beaucoup du Sénat, sortent complètement de leur étiquette politique pour aborder un sujet qui est un sujet qui devrait être d'urgence nationale, où il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques sujets où il s'agit de la vie, de la mort, de la sécurité, de l'intégrité du territoire, où, en général, on cherche d'abord à aborder ensemble les choses. Et je pense que ce qui a été décrit, et tout le monde en a conscience, c'est un sujet de ce type. Puisque nous savons, vous savez, moi ça fait près de 40 ans que je suis à Paris, que je vis à Paris, j'ai eu des enfants à 10 ans d'intervalle, entre le premier et le dernier, ça a été des problèmes respiratoires que tous leurs copains ou copines rencontraient et que la première n'avait pas rencontré. C'est pour les particules fines, parce que la pollution, elle a toujours existé, mais il y a eu un bond là-dessus. Donc, c'est vécu au quotidien, c'est pas quelque chose d'idéologique. Donc, ma question, c'est justement sur la nature du débat. Vous y avez touché. Finalement, on se rend compte que sur le fond, même les plus adversaires de ce que vous êtes politiquement et de ce que vous représentez, sur le fond, disent tous maintenant que c'est bien. Arrêter les voies sur berge, c'est pas bien, une autoroute au milieu, mais maintenant ils disent la méthode. Alors, comme vous n'avez pas eu le temps, parce que déjà vous avez exposé beaucoup de choses, de nous développer tout ce qui a été fait en termes de concertation, puisque certains ne s'émeuvent pas que on puisse réformer des choses fondamentales dans le pays, telles que la SNCF, sans le dire dans son programme et dans l'élection, ils ne s'émeuvent pas. Par contre, moi j'ai souvenir que c'était au cœur du débat qui a conduit à l'élection et qui vous a élu. Donc une espèce de mandat important qui est la meilleure des concertations. Mais tout le reste, j'aimerais que cela puisse être développé de façon précise, parce que beaucoup de désinformation, et au Sénat, on se borne quand même aux faits, aux réalités, aux démonstrations, et c'est comme cela qu'on élève le débat. Merci. On va terminer avec M. Dominati. Ah, pardon, donc M. Dominati, puis M. Carucci. Je ne censure personne. Bonjour Madame la maire. Dernier mot, M. Carucci. Je me présente Philippe Dominati. Je suis très heureux de vous voir, parce que ne cumulant pas en tant que parlementaire avec un poste de conseiller de Paris, je crois que c'est la première fois que je suis convié à une séance de travail avec vous sur un sujet d'intérêt général, voire parisien. Et comme M. Assouline parlait de concertation, c'était pour moi l'occasion de mettre un peu, effectivement, la méthodologie au cœur du débat, parce que sur un certain nombre de sujets, on peut partager des points de vue. Effectivement, les sujets de la pollution de l'air, vous êtes tout à fait dans la tradition parisienne, c'est-à-dire Paris est une ville qui a souvent été en avance dans la lutte sur la pollution de l'air, et ça ne date pas de votre mandature, c'est la tradition. Depuis qu'il y a un maire à Paris, on avait lancé Air Paris, il y avait un certain nombre de choses, et vous êtes tout à fait dans la continuité de ce que les maires de Paris font. Et donc, sur un grand nombre de sujets, je partage totalement vos inquiétudes, parce que c'est les inquiétudes des Parisiens, et on peut éventuellement contribuer à la réflexion.
La méthodologie, M. Assouline l'a souligné, je viens de le souligner, moi en tant que parlementaire, jamais, même lorsque j'ai essayé de prendre contact avec la mairie de Paris pour savoir ce qu'il allait devenir de tel ou tel sujet, à chaque fois on m'a renvoyé, je dirais, mais sans vouloir véritablement établir une concertation. Et pourtant, j'ai décelé dans vos propos un certain nombre d'interrogations maintenant. D'interrogations parce qu'on dirait que vous commencez une mandature. Vous avez été adjointe au maire dans 2 mandatures précédentes. Ça fait 15 ans que la même municipalité exerce le pouvoir. Il y avait le Conseil régional d'Île-de-France qui s'occupait des transports publics en Île-de-France. Et là, je suis heureux de vous entendre dire qu'éventuellement, vous revendiquez une participation ou une meilleure cohabitation avec le Conseil régional d'Île-de-France. Avec Roger Carucci, j'ai déposé une loi qui consistait à faire en sorte que l'État ait moins de poids, et j'ai toujours défendu des lois où les élus locaux, parce que Paris a été trop souvent sous la tutelle de l'État, pour faire en sorte qu'il y ait plus de pouvoir. Malheureusement, lorsqu'il y a eu les réformes, le pouvoir que vous souteniez, dans la majorité présidentielle que vous souteniez, n'a jamais voulu entendre cette voix, et il n'y a pas eu de réforme conséquente concernant les transports publics en Île-de-France, et notamment la possibilité pour les élus, surtout ceux qui payent, comme vous, comme la municipalité parisienne, pour faire entendre leur voix. J'ai donc cru noter de votre part un changement institutionnel sur ce sujet, et j'espère qu'il perdurera dans l'avenir. Deuxièmement, sur les pouvoirs de police. Ça fait des années qu'on réclamait les pouvoirs de police. C'est 2 mois avant la fin de la mandature précédente qu'on a obtenu cette modification. N'est-ce pas un peu tard, malheureusement, sur les pouvoirs de circulation? Troisièmement, sur le Grand Paris, c'est une loi que la majorité présidentielle sortante a fait et a peaufiné. Pourquoi, à ce moment-là, vous n'avez pas réclamé la meilleure concertation que vous voulez? Alors, faire un nouveau plan vélo, je veux bien, de nouvelles pistes cyclables, c'est parfait, nous on est pour, mais en même temps, il faudrait peut-être aussi résoudre le problème des nids de poules sur la voirie parisienne, parce que ça éviterait d'en avoir dans les nouvelles pistes cyclables. Donc j'aimerais véritablement, sur ces 3 sujets institutionnels, Merci. Police, transport, Grand Paris, est-ce que vous êtes aussi réformatrice aujourd'hui que aussi peu hier? Bien, j'aimerais qu'on reste quand même sur le cœur du sujet qui est la pollution. Monsieur Carucci, dernière intervention, brève et mesurée. Bref, non, mesuré toujours. Oui, Madame la maire, moi je partage quand on dit moins de pollution, moins de voitures, et en fait depuis 2001, à peu près moins de 30, moins 35% de circulation, moins 30, moins 35% de pollution. C'est plutôt pas mal. Et c'est un objectif que tout le monde peut partager. Il n'y a pas de politique là-dessus. J'étais déjà, moi, au Conseil régional, lorsque j'ai voté le premier contrat de plan État-région présenté par Jean-Paul Huchon, et à l'époque, on parlait déjà du tramway, puisqu'on avait inscrit le tramway sud, à l'époque, qui était présenté par Jean Tibéry. Donc le tramway, le développement des transports publics, c'est une vocation parisienne. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en adéquation ? Non pas sur les objectifs, après tout, faire en sorte que les gens respirent mieux, vivent mieux. Qui peut dire non? Qui peut dire non? Mais à côté de ça, Madame la maire, vous dites vous-même 37% des ménages parisiens ont une voiture. Simplement, dès que vous sortez de Paris, 85% des ménages franciliens ont une voiture. Pourquoi? Par bonheur, par plaisir. Ils ont tellement de plaisir d'être dans les embouteillages qu'ils achètent des voitures, dis donc. Les types, ils sont masochistes au dernier point. Mais non, parce que malgré tout le soutien qu'on a apporté au transport public, eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Autant vous dites, et vous avez raison, Madame la maire, à Paris, on n'habite pas à plus de 250 mètres d'une station de bus, d'une station de métro ou d'une station de RER. Ça n'est pas le cas à Colombes, ça n'est pas le cas à Argenteuil, ça n'est pas le cas dans la Grande Couronne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, parce que pour le moment, les transports publics ne sont pas suffisants et ne sont pas suffisamment développés. Donc, il faut aussi se dire, il y a des millions de gens qui prennent leur voiture, pas par goût, mais par contrainte. Alors, pour en revenir au débat sur les voies sur berge et sur le reste, moi, à la limite, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion, why not? Mais franchement, quand vous nous dites aujourd'hui, je m'entends parfaitement et je n'en doutais pas une seconde,
avec Patrick Ollier, président de la métropole. Mais Madame la maire, pendant le débat sur la métropole du Grand Paris, il fallait que le gouvernement de l'époque, qui était plutôt proche de vous, donne la compétence transport à la métropole du Grand Paris. Il ne lui a pas donné. Il l'a laissé, et c'est justice à mon sens, à la région, avec des capacités locales, mais pas de pouvoir de transport et de compétences transport. Donc quand vous dites « je peux m'arranger avec la métropole », dommage, elle n'a pas la compétence transport. Donc, pardon de vous dire, et ce n'est pas du tout de ma part ni un message ni une incitation, mais que tout le monde discute, la région et la ville de Paris. On doit bien pouvoir, pour 12 millions d'habitants, trouver une solution pour que nos banlieues ne soient pas quand même stigmatisés, bloqués, parce que les gens qui viennent de chez nous travailler, ils n'ont parfois pas le choix, ils n'ont parfois pas de transport public pour entrer dans Paris. Et quand même, la ville gagne au fait que nos amis de banlieue viennent travailler à Paris. Donc il faut bien les traiter normalement, ils ne demandent pas à être surtraités, mais ils demandent à être traités correctement. Moi, je vous demande sincèrement de faire en sorte qu'il y ait une vraie discussion avec la région. Je sais les oppositions et je sais les caractères. Mais bon, on doit bien pouvoir arriver à trouver une solution qui fasse en sorte que nos territoires de banlieue ne soient pas stigmatisés, sacrifiés, que vos objectifs en matière de pollution et de circulation soient respectés. Trouvons des solutions qui fassent en sorte que tout le monde vive bien. Parce que vous avez raison, c'est de l'hystérisation. Mais pardon de vous dire, quand j'entends certains de vos adjoints, plus que vous d'ailleurs, je pense que l'hystérisation, elle est partagée. Bien. Merci, M. Cauchy. Je vais vous redonner la parole, Madame la maire, pour répondre à toutes ces questions. Je voulais vous poser une ou deux questions complémentaires. D'abord, tout à l'heure, vous avez parlé des techniques qui allaient permettre d'avoir une meilleure cartographie de la pollution. C'est à quelle échéance que cette cartographie existe? Elle existe déjà? Donc, il faudrait qu'on puisse avoir une information et plus de communication pour... Oui, on pourra... Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un certain nombre de mes collègues ont parlé de la question de la gratuité des transports. Personne n'a évoqué un sujet qui peut être lié, en tout cas vous l'avez lié cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, c'est la question du péage urbain. Puisqu'il semble qu'après avoir été plutôt défavorable au sujet, vous l'envisagiez pour éventuellement pouvoir financer cette gratuité des transports. Et puis, dernier point qui sort un tout petit peu des compétences de la Commission, mais c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans le passé. Puisque vous avez la volonté de développer le vélo à Paris, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme c'est le cas dans d'autres pays, lier l'usage du vélo au port du casque ? Sujet de sécurité routière qui sort un petit peu de notre compétence, mais c'est une question qui se pose. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. D'abord, merci pour toutes ces questions et observations. Peut-être revenir sur quelques propos un peu généraux. Non, le fait de réduire le trafic automobile à Paris n'a pas généré une congestion supplémentaire et une pollution supplémentaire. Non, ça c'est faux. Ça fait partie des choses totalement fausses qui ne sont vérifiées nulle part. Aucune étude, aucune enquête ne vous permet de reprendre ces éléments-là. C'est totalement faux. Certains ont essayé de nous faire croire que moins de voitures égale plus de pollution parce que ça générerait effectivement des encombrements et un trafic supplémentaire. Ces chiffres-là sont faux. Nous avons un suivi, d'ailleurs les mêmes indicateurs qui servent depuis plus de 15 ans à mesurer le trafic parisien, sont des indicateurs élaborés par la ville de Paris et la région Île-de-France, enfin pas la région Île-de-France, le préfet de région Île-de-France, et ces indicateurs sont des indicateurs fiables qui nous servent justement à analyser l'évolution du trafic à Paris. Et tout cela montre quoi? Non pas une petite baisse de 4%, non, c'est une baisse de 30% sur 10 ans depuis que nous avons mis en place nos mesures. Et avec une baisse de la pollution totalement liée à la baisse du trafic, aussi de moins 30%. Et puis à partir du moment où on a pu mesurer les particules fines, une analyse de ces particules fines
Mobiles, qui effectivement joue un rôle sur la santé, puisqu'effectivement l'alerte des pneumologues, des médecins parisiens, des hôpitaux de Paris, qui ont présenté la semaine dernière à l'Hôtel de Ville de Paris une étude sur l'impact précis sur la population parisienne et notamment sur les enfants, est très clair. L'impact en termes de santé publique est majeur. Et avec des mesures qui ont été faites sur vraiment plusieurs années, sur plus de 10 ans, avec une étude qui s'appelle Cohorte, que vous pouvez consulter, et vous verrez l'impact de la pollution sur la population parisienne. Il ne s'agit ni de fantasmes, ni d'informations qui pourraient être perturbées par un usage un peu abusif de fake news. Donc non, ce n'est pas vrai de dire que ce que nous avons fait à Paris aurait généré des pollutions supplémentaires. C'est totalement faux et nous avons les chiffres très précis. Et je vous donnais les chiffres des 3 premiers mois de l'année, moins 4,8% sur le mois de janvier 2017 par rapport au mois de janvier 2018 par rapport à 2017, moins 11% sur le mois de février 2018 par rapport à février 2017 et moins 8% sur le trafic en mars 2018 par rapport à mars 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, nous avons eu à peu près une baisse de 2 à 3% du trafic et de la pollution, et que là, nous sommes sur un rythme de moins 5% au moins de baisse du trafic et donc de la pollution. Donc, je ne laisserai pas dire ce sont des bêtises. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à la judiciarisation, ces arguments utilisés pour tronquer le débat public et qu'on peut reprendre en toute bonne foi, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est de la mauvaise foi, ces arguments-là peuvent un jour vous valoir aussi d'être interrogé sur votre propre responsabilité quant à la façon dont on a posé ou pas des actes. Parce que le sujet, il est là, il n'est pas ailleurs. Donc oui, lorsque l'on fait des politiques visant à réduire la place du trafic automobile, nous luttons contre la pollution. Il y a, et ça dans toutes les études, un temps d'adaptation qui est analysé par tous les scientifiques qui analysent les mobilités urbaines comme cette fameuse évaporation dont certains se sont moqués en pensant qu'il s'agissait d'une évaporation des voitures. C'est un phénomène vérifié scientifiquement qui montre qu'il faut entre 6 mois et 1 an d'adaptation, une fois qu'on a pris des mesures importantes de restriction des véhicules polluants pour avoir des résultats en termes de baisse du trafic. Et nous sommes clairement dans cette situation aujourd'hui. Toutes les études d'impact que nous avons faites avant la mise en œuvre de ces mesures sont vérifiées, enfin même dépassées de façon plus optimiste. C'est-à-dire que les modèles qu'on avait utilisés pour vérifier les reports de circulation, les évolutions de trafic, ont toutes été vérifiées, mais elles étaient beaucoup plus pessimistes que ce que la réalité nous dit aujourd'hui. Et ça, ce sont des faits réels, objectifs et posés. Donc oui, bien sûr qu'il faut lutter contre cette pollution. Est-ce qu'il y a d'autres sources de pollution? Oui, mais il y a 2 choses. Il y a la question des gaz à effet de serre et puis il y a la question de la pollution atmosphérique et notamment de la pollution liée aux particules fines, qui est un sujet qui s'est invité dans la COP 21. Vous vous souvenez peut-être, les COP précédentes n'intégraient pas la question notamment de la qualité de l'air comme un des éléments du changement climatique. La grande évolution qui s'est faite notamment au moment de la COP 21, c'est que la question de la qualité de l'air est devenue un élément de l'accord sur le climat parce que justement l'OMS a alerté à partir d'un certain nombre d'études et d'enquêtes sur les risques sur la santé publique et qu'aujourd'hui la pollution de l'air fait partie des éléments qui doivent être travaillés. Une ville comme Paris, bien sûr, travaille sur beaucoup d'autres champs et notamment sur les questions de pollution liée à l'usage des énergies, notamment pour se chauffer ou pour se rafraîchir. Ce que nous faisons depuis d'ailleurs 2007, le premier plan climat de la ville de Paris, et je l'ai porté et je le revendique avec fierté, en 2007, ce premier plan climat avait permis déjà de fixer un certain nombre d'objectifs en termes d'usage de nouvelles énergies.
Aujourd'hui, nous sommes au 3e plan climat de la ville de Paris, qui a été adopté à l'unanimité il y a à peu près 2 semaines par le Conseil de Paris. D'ailleurs, ce plan climat, vous l'avez voté, enfin vos groupes l'ont voté, indique la sortie du diesel à 2024, la sortie des véhicules thermiques à 2030 et indique aussi l'usage des autres énergies. Je rappelle parce que des fois, après, on oublie qu'on a voté des trucs. Ça arrive. Mais ça a été voté et je le rappelle. Et dans ce plan climat, il y a notamment toute l'utilisation des autres sources d'énergie dont on dispose à Paris. Je pense notamment à la géothermie. Nous avons la chance d'avoir des poches de géothermie qui nous permettent de chauffer une grande partie du patrimoine parisien. Je pense à des bâtiments publics, mais à beaucoup de logements d'habitation, tout le secteur nord-est de Paris, mais aussi le 17e arrondissement avec le nouveau quartier Batignolles, sont des arrondissements qui sont chauffés avec de la géothermie. On a Climespace avec une utilisation de l'eau de la Seine pour le rafraîchissement des bâtiments et donc un usage aujourd'hui avec un raccordement au réseau Climespace de la plupart des grands équipements. Je pense d'ailleurs même à des équipements privés. Le centre commercial Beaugrenelle qui a été livré en 2013 ou 2012 est le premier centre commercial au monde à être raccroché et raccordé à un réseau de climatisation qui n'émet pas de gaz à effet de serre puisque c'est Climespace. Donc on est vraiment dans une politique globale, je rassure tout le monde, mais parfois, ce n'est pas le cas ici bien sûr, quand on oppose la question des autres pollutions, pollution dans le métro, pollution des autres sources notamment liées au chauffage ou à la climatisation, c'est souvent pour expliquer qu'il faudrait relativiser. Moi, je prends plutôt ces informations de l'existence de ces autres pollutions, y compris dans les transports publics, comme une obligation d'aller plus vite et de ne rien négliger. C'est pas parce qu'il y a de la pollution dans le métro qui n'est pas du tout de même nature, qui n'est pas non plus dans les mêmes expositions, ce qu'a montré très bien l'étude cohorte qui a été présentée la semaine dernière à l'Hôtel de Ville, c'est que le moment le plus dense où les gens, en l'occurrence sont des enfants, sont exposés aux particules, c'est au moment où ils sont dehors, dans la rue, au moment où ils passent de chez eux à l'école, c'est là que les pics vraiment d'exposition sont les plus forts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les pollutions dans le métro, etc. On en parle souvent et on y travaille avec la présidente de la RATP, c'est de sa responsabilité. Mais ça veut dire qu'il faut aussi s'occuper de ce qui se passe en surface. Et moi, ma responsabilité, elle est sur la surface. Et donc, j'assume ma responsabilité. Certains d'entre vous ont évoqué, je y reviens rapidement, mais la question de la méthode. Vous savez, quand vous êtes élu, et vous êtes tous élus, vous avez un programme. En l'occurrence, le programme prévoyait ce que nous sommes en train de faire, à la fois sur le plan vélo, sur la sortie du diesel, sur les voies sur berge. Et d'ailleurs, ça a été, comme toujours à Paris, c'est magnifique, c'est toujours une campagne très disputée, la campagne des municipales parisiennes. D'ailleurs, il y a un moment où on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a plus de candidats que d'habitants Mais je comprends, Paris, c'est magnifique et c'est normal que ça attire beaucoup de monde. Mais donc, ça a été très disputé. Dès 2014, nous avons mis en place les procédures de concertation, de consultation, à la fois, bien sûr, à Paris, avec des votes, souvent d'ailleurs à l'unanimité, pas sur les voies sur berge, mais sur beaucoup d'autres projets. Et puis, bien sûr, des consultations avec les maires qui sont nos voisins, avec la région Île-de-France, avec un certain nombre d'autres autorités. Mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec Valérie Pécresse, qui un jour m'a dit « Tu comprends, tu ne m'as même pas demandé mon avis sur les voies sur berge. » Je lui ai dit « Désolée, j'ai été élue en avril 2014, tu as été élu en décembre 2015, je ne pouvais pas dire aux Parisiens « Attendez, j'attends que Valérie Pécresse soit élue à la région pour savoir ce qu'elle pense des voies sur berge avant de commencer à agir sur mon mandat. » Pardonnez-moi, la ficelle est un peu grosse. Chacun assume ses responsabilités. On le fait dans le dialogue, on le fait en bonne intelligence, comme j'arrive à le faire, notamment avec Patrick Ollier. C'est plus compliqué avec d'autres, mais voilà, c'est la vie politique, c'est comme ça. Et quand on arrive à dépasser ces clivages, c'est du bonheur pour tout le monde et c'est de l'efficacité à l'arrivée pour nos concitoyens. C'est plutôt ce que j'essaye de chercher. En revanche, ce que je n'accepte pas,
c'est qu'on me dise il faudrait attendre que tout le monde soit d'accord avec toi avant que tu commences à bouger. Ça, je suis désolée, c'est pas du tout comme ça que les élus doivent agir. Bien sûr qu'on prend des risques, mais je suis désolée. Vous êtes confronté à un problème de santé publique majeur qui va être judiciarisé, et vous n'êtes pas là pour dire « j'attends que tout le monde soit d'accord ». Ça serait tellement confortable de s'asseoir et d'attendre que tout le monde soit d'accord. Je pense que quand on est élu, c'est aussi pour agir. Alors bien sûr, il y a des facilités de langage, des facilités dans la vie politique et médiatique qui font que on est tiré vers le bas. Eh bien moi, j'essaye de placer la barre un peu plus haut et ensuite, les électeurs décideront. Voilà. Mais en tous les cas, moi, j'aurai la conscience pour moi. Et le jour où les procès pénaux vont tomber, parce que je vous le dis, ils vont tomber, ils commencent à tomber, chacun ira faire ce qu'il a à faire et dire ce qu'il a à dire. Pas simplement les belles intentions, mais tout le monde est contre la pollution. Ah, ça, je n'en doute pas. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est ça la question qui va être posée à ceux qui nous disent la main sur le cœur combien ils sont aussi contre la pollution. Ensuite, la question, c'est agir ou ne pas agir. Moi, j'ai plutôt décidé d'agir. Alors, je continue sur un certain nombre d'autres questions. Il y a eu des questions sur logement, activité, comment on voit l'évolution des choses. D'abord, il faut les voir à l'échelle métropolitaine. Nous, ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs depuis 2001, et heureusement qu'il y a des politiques qui sont suivies sur du long terme, parce que c'est celles qui marquent le plus de résultats. Et je me sens mais vraiment très heureuse d'être dans l'aventure depuis 2001. Et je pense que c'est bien pour les Parisiens d'avoir des élus expérimentés qui ont aussi des visions de long terme et qui peuvent répondre du passé sans s'en laver les mains et sans se cacher. D'accord ? Donc, ce que nous avons fait, c'est un plan local d'urbanisme qui nous a permis de dessiner un territoire en essayant de faire de ce territoire parisien un territoire mixte, activité, logement, et en rééquilibrant, parce que comme par hasard, il y avait les logements sociaux à l'est et au nord, les emplois à l'ouest. Et donc, notre plan local d'urbanisme, pour les maires qui sont ici, on le sait, c'est un outil fondamental. On a redessiné les équilibres du territoire parisien. Et on travaille de la même façon à l'échelle métropolitaine pour essayer d'envisager les territoires, logements et emplois, de telle sorte qu'on n'ait pas les grandes migrations pendulaires liées au fait que les logements seraient d'un côté et les emplois de l'autre. Donc nous travaillons de cette façon-là. Aujourd'hui, puisque ça a été évoqué, la loi Elan, etc., c'est un autre débat, mais je travaille bien sûr avec le gouvernement et avec le ministre du logement et de la cohésion des territoires sur un dispositif qui peut permettre à Paris justement, non pas d'être une exception, mais de traiter la question des classes moyennes, la question de Airbnb, vous ne l'avez pas évoqué, mais la perte d'habitants que nous avons est très directement liée à Airbnb et au choix qu'ont fait un certain nombre de personnes de finalement vendre leur appartement et de laisser s'installer une activité qui est une activité prédatrice, une activité d'hôtel qui ne dit pas son nom et qui échappe à un certain nombre de règles fiscales. C'est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre avec le gouvernement précédent et que nous travaillons avec le gouvernement actuel sur les mesures qui devraient venir corriger notamment cet effet. Et comme on a parlé du fret et notamment de la question bien sûr de la logistique urbaine, bien évidemment on intègre aussi aujourd'hui le fait qu'il y a d'abord à Paris un commerce de centre-ville très très dense. Nous sommes vraiment la ville au monde qui a le plus de commerce de proximité par habitant. Là aussi, ça ne s'est pas fait par hasard, ça s'est fait avec la Chambre des métiers avec qui on travaille depuis 15 ans en très bonne intelligence et ça s'est fait grâce au PLU parisien. D'accord ? Mais là, nous sommes confrontés à une donne nouvelle, elle aussi liée par exemple à l'accord Amazon Monoprix qui risque de venir perturber
pas simplement le tissu de petits commerces de proximité dont on est très fier à Paris, mais aussi la question de la mobilité et de la nature des livraisons qui sont... Donc on a un travail sur la logistique urbaine et notamment, bien sûr, le dernier kilomètre, mais pas que. On travaille notamment à l'utilisation d'un certain nombre de sous-sols. On travaille avec la Poste, avec un certain nombre d'opérateurs pour justement permettre d'apporter ces réponses qui sont celles notamment liées au e-commerce, même si je pense qu'il va falloir, comme on l'a fait sur Airbnb, trouver là aussi des clés par la loi, parce que c'est pas par d'autres biais, pour limiter justement cette profusion finalement de livraisons qui viendrait percuter la mobilité dont on a besoin. Alors, et d'ailleurs, sur le fleuve également, on a déjà à Paris des livraisons de commerce de proximité qui arrivent pour certaines par le fleuve, au port du Gros Caillou, qui est une base logistique importante. On a d'autres commerces qui sont alimentés par le rail et on a notamment à la gare de Bercy depuis déjà longtemps un acheminement de marchandises par le rail, puis ensuite des véhicules électriques. On travaille avec les commerçants, on travaille avec Rungis, on développe avec Rungis, qui est quand même le ventre de Paris, où vont se fournir les commerces et les restaurants. On travaille avec eux sur également des véhicules qui soient des véhicules soit gaz, soit électriques. Et nous avions cette semaine un salon des mobilités professionnelles qui présente justement toutes ces formes. Et je peux vous dire que ça y est, l'industrie a vraiment pris, je dirais, le sujet et propose à des offres de transport qui sont des véhicules propres. Pardon ? Et c'est de l'emploi. Et c'est de l'emploi. Oui, parce que vous avez évoqué l'emploi. Vous savez, faut sortir de schéma manichéen. En fait, la transition énergétique, c'est vrai qu'il y a de la mutation et de la transformation d'emploi. Et que il faut travailler sur des process. Quand on donne 13 ans aux constructeurs automobiles pour s'adapter, ils peuvent le faire. C'est la durée de vie d'une automobile, d'accord ? Ils peuvent le faire et ils doivent le faire. Et la plupart d'entre eux ont vraiment opté pour considérer que ce qui se passait sur le terrain des mobilités urbaines et de la transition énergétique était une opportunité. Et beaucoup d'entre eux, quand je discute avec nos grands constructeurs, tous, Renault récemment, mais beaucoup d'autres encore, ils me disent, et ils vous diront la même chose si vous les auditionnez, aujourd'hui notre travail est moins de fabriquer des voitures que de proposer de la mobilité en tant que service. Moi, j'ai pris ça vraiment immédiatement comme une opportunité de travail en commun. Nous mettons en place, je ne vous l'ai pas encore dit, le 27 avril prochain, le premier comité parisien des mobilités. Pas simplement des transports, il y a les transports publics, etc., mais c'est toute la mobilité, dans lequel je réunis également les taxis, les gestionnaires de stationnement, les gestionnaires des services d'autopartage ou de vélo, etc., etc., parce que je crois que c'est de cette façon-là que nous devons travailler. Et nous intégrons là-dedans, la question a été posée, des navettes autonomes. Nous avons testé une première navette autonome plusieurs mois sur le pont Charles de Gaulle entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Ça a été extrêmement bénéfique. Nous testons actuellement une navette autonome avec la RATP qui est sur Vincennes, la porte de Vincennes, et qui va jusqu'au parc, jusqu'à la cartoucherie, donc, et le parc floral, qui est aussi une navette autonome que nous sommes en train de tester. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'être prêt pour les JO de 2024, avec notamment les véhicules autonomes. Et d'ailleurs, ça rentre très très bien dans le plan stratégique de développement des véhicules autonomes, par exemple d'un groupe comme Renault. Ils sont vraiment dans cette idée que c'est en 2021
qu'ils pourront vraiment commencer à développer, et donc on sera prêt pour 2024. Ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on va aller beaucoup plus vers ces véhicules autonomes, pas individuels, mais plutôt des véhicules avec, soit petites navettes, soit des 6, 7, 9 places. D'ailleurs, le véhicule autonome présenté par Renault au salon, au Mondial de l'Auto de Genève, est un véhicule qui peut aller de 6 à 9 personnes. Donc ce développement-là nous intéresse bien sûr énormément. Et en fait, c'est l'arrivée de ces véhicules autonomes qui va vraiment bouleverser aussi les transports publics, les transports collectifs. Et c'est pour ça que la question de la gratuité n'est pas une question incongrue. Parce que quand nous aurons dans 5, 6 ans les véhicules autonomes qui arriveront, la question va se poser de la façon dont on va utiliser notre réseau de transport public. Et c'est là qu'il faudra aussi et des incitations et une réflexion sur la façon dont on oriente aussi, en tous les cas, on incite un certain nombre de personnes à aller vers les transports publics. En tout cas, c'est aussi dans cette perspective. Donc, bien sûr que cette question, je l'ai posée parce qu'elle se pose, parce qu'il faut qu'on l'examine, pas simplement à l'échelle de Paris. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être apportées. Ça peut être des réponses en termes de public. Il y a certains publics qui peuvent effectivement aller vers la gratuité. Je pense aux jeunes, par exemple. Ça peut être d'autres types de publics, ou ça peut être quelque chose de plus large si les véhicules autonomes, et il faut analyser l'impact que ça va avoir sur l'usage des transports publics, nous poussent à aller vers quelque chose de plus large. Et là, la question du péage urbain, pas à l'échelle du périphérique, mais plutôt à l'échelle, bien sûr, de la A86 sur l'agglomération, peut être intéressante, y compris pour financer un système de gratuité des transports pour un certain nombre de publics. Moi, j'ai toujours été très opposée au péage urbain s'il s'agit de faire payer, de laisser rentrer dans la ville ceux qui peuvent payer. Londres l'a fait. Ça a eu un succès dans un premier temps, et puis très vite, les gens étaient prêts à payer, et même très cher. Et donc, ils se sont retrouvés dans la même situation de congestion qu'avant la mise en place du péage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rehaussé, là c'est tout récent, le montant du péage. Mais vous verrez qu'il y aura beaucoup de gens qui seront prêts à payer très très cher pour rentrer dans Londres. Donc, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être des mesures qui, dans la durée, permettent de régler le problème. En revanche, si à l'échelle de la métropole, on peut avoir un péage urbain, je pense aux camions, parce qu'il y a des camions qui choisissent de traverser la métropole et de traverser Paris, plutôt que de faire le contournement, je pense que ça peut avoir une vertu pour dissuader peut-être un certain nombre de professionnels de rentrer dans la ville. Et deuxièmement, ça peut être peut-être une source de revenus pour financer de la gratuité pour un certain nombre de publics, voire pour l'ensemble du système. Donc, ce qu'on a lancé, c'est une étude. J'ai 3 de mes adjoints qui sont en train d'y travailler. J'ai souhaité qu'on puisse lancer une étude et mettre toutes les données sur la table publique. J'aurais pu dire, je garde ça comme proposition de campagne pour 2020, mais je pense qu'il vaut mieux mettre sur la table ce genre de pistes avec les données, renseigner ces pistes-là, pour après que chacun se positionne, mais qu'on ne reparte pas sur des choses qui relèvent plus de la fake news ou de l'empêchement du vrai débat. Parce qu'on est sur des sujets qui sont très rapidement manipulables et polémiques. Vous avez parlé des gares tout à l'heure. Oui, d'accord avec vous. Demandez au président de la SNCF quel est son plan sur les gares. On travaille bien sûr avec lui. On travaille sur toutes les gares avec la SNCF et notamment sur la gare du Nord, qui est quand même une entrée. Non, mais ce que je veux vous dire, bien sûr que je travaille avec lui, mais vous comprendrez bien que ma responsabilité et la SNCF est souvent, et vous êtes aussi des élus locaux, sur des temps très très longs,
qui parfois oublie un peu, le temps de l'aménagement de la ville. Hein. Bon, mais en tous les cas, on travaille avec eux. Il y a un très beau projet sur la gare du Nord. Il y a des très beaux projets sur gare de Lyon, etc. Donc, et sur gare Montparnasse également, avec en plus un grand projet concernant la tour Montparnasse et toute l'esplanade. Donc, bien sûr qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là, mais c'est quand même de la compétence d'abord de la SNCF et du dialogue qui est fructueux avec eux. Attractivité de Paris. Paris, aujourd'hui, est dans le top 3 des classements internationaux. Les 3 villes les plus puissantes du monde et les plus performantes, c'est Paris, Londres et New York. On n'était pas à ce niveau-là il y a 10 ans. On était encore dans le risque d'être une ville musée qui aurait oublié qu'elle pouvait être aussi, pas simplement un espace pour la finance, ça c'est un sujet, mais aussi un territoire de création d'activités. Aujourd'hui, Paris, je veux dire, le World Economic Forum n'est pas une dangereuse assemblée de gauchistes. Hein. Ils ont considéré que Paris était la 3e ville la mieux gérée au monde. Voilà. Et nous sommes dans tous les classements internationaux et j'en suis très fière parce que quand, après les attentats, on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé avec une chute du tourisme, avec une chute de la fréquentation de Paris, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Et c'est vrai que j'ai utilisé la campagne internationale des JO. J'ai fait 11 fois le tour de la planète pour aller dire à tout le monde, revenez ici, c'est l'endroit où il faut être. Et bien sûr, avec tous les acteurs économiques, avec tous ceux qui font l'attractivité de Paris, mais ça a marché. Et ça, je peux vous dire que j'en suis quand même assez fière parce que c'était pas gagné. Donc Paris est une ville extrêmement attractive. Ne venez pas. Et vous savez ce que me disent, moi, les patrons, par exemple, du secteur de la finance qui vont venir sur Paris. Parce que là aussi, hein, dans la bataille sur le post-Brexit par rapport à Francfort ou à Dublin, ils viennent me voir et ils me disent « on vient ici ». Vous savez pourquoi ils viennent ici? Bon, parce que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des infrastructures, il y a des services publics, parce qu'il y a une vie culturelle, etc., qui attire ces expatriés. Et ils me disent parce que vous luttez contre la pollution. Parce qu'aujourd'hui, dans les éléments d'attractivité d'une métropole mondiale, si on ne lutte pas contre la pollution, on n'est pas attractif. Et vous citiez Pékin tout à l'heure, et Shanghai, les expatriés ne veulent plus aller, les cadres dirigeants des grands groupes ne veulent plus aller dans ces villes-là qui sont trop polluées. La lutte contre la pollution est aussi un élément de l'attractivité. Et ça, pour en avoir parlé directement avec le président de la République, il est entièrement d'accord avec moi. Entièrement d'accord avec moi là-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse de la lutte contre la pollution aussi cet élément d'attractivité de notre ville. Les autocars. Moi, franchement, alors bon, on a un problème avec des autocars de tourisme qui posent un vrai problème parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont quand même pas d'une grande coopération. Je pense notamment à tous ceux qui bloquent le boulevard Haussmann, le quartier de l'Opéra, laissent tourner leurs moteurs, sont des cars diesel, etc., etc. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Voilà. Et ça, avec la préfecture de police, sur le contrôle de ces autocars, avec les grands magasins, nous travaillons à des solutions alternatives. Par exemple, vous savez que la Samaritaine, nouveau grand magasin, va ouvrir le long des quais de Seine en 2019. Bien évidemment qu'on a travaillé avec Bernard Arnault sur la façon dont il pourra acheminer les touristes dans le futur hôtel et les clients de la Samaritaine. On y travaille et on est sur un projet de navette électrique. Et sa question est très juste. Vous n'allez pas m'imposer à moi ce qu'on laisserait faire boulevard Haussmann. Bien sûr que non. Boulevard Haussmann, il faudra aussi qu'on en vienne à quelque chose qui ressemble quand même à une ville civilisée et à la façon dont on peut acheminer les gens de façon civilisée. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus.
je pense que faire rentrer les autocars dans le cœur de la ville, d'abord, il y en a déjà, parce qu'il y a des zones, je pense au cours La Reine, à côté du Grand Palais, qui sont des espaces pour garer des autocars. Mais enfin, la vocation de Paris n'est pas d'être traversée par des autocars de touristes. Il faut aussi que les touristes puissent être déposés à des endroits, qu'après, il y ait des personnes à mobilité réduite qu'il faille acheminer. Il y a aujourd'hui des outils pour les acheminer. On a inauguré cette semaine avec la RATP un bus qui est un bus de visite de Paris qui est entièrement électrique. Il y a d'autres solutions que la solution qui consiste à rentrer dans le cœur de la ville avec un autocar et à considérer qu'il n'y a pas d'autre façon de visiter Paris. Alors ça se construit. Oui, mais on ne va pas encombrer non plus. Vous voyez, il faut que Paris soit une ville dans laquelle il y ait moins de trafic pour que ce soit plus fluide pour ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule. Voilà. Et qu'il y ait des alternatives qui sont des alternatives à la voiture individuelle et qu'on privilégie la fluidité pour ceux qui sont vraiment obligés d'avoir un véhicule. Je pense aux personnes à mobilité réduite, je pense à un certain nombre de commerçants, je pense aux médecins libéraux, aux professions libérales qui ont besoin de se rendre au domicile d'un certain nombre de patients pour lesquels on facilite la vie, et notamment le stationnement, etc. Mais il ne faut plus considérer que les villes, les grandes villes attractives sont traversées par des véhicules petits, grands, etc. Qu'il y ait des cars de tourisme électrique qui permettent de faire la visite de la ville, oui. Que les parkings des gros autocars soient dans le cœur de ville, pardonnez-moi, ça ne se fait pas à Rome, ça ne se fait nulle part. Et vraiment, ce que nous faisons à Paris, à Séoul, ils ont fait deux choses incroyables. Ils ont redécouvert, ils ont cassé une autoroute qui couvrait la rivière au cœur de Séoul. Et là, ils viennent de transformer un pont autoroutier en parc, en retirant tous les véhicules. À Rio, ils ont supprimé dans le cœur de la ville 5 km d'autoroute urbaine pour réouvrir le quartier vers le port. Et je peux vous donner les exemples de Chicago, de New York et de toutes les villes du monde. Et nous, on va être là accrochés avec l'idée que la voiture individuelle, elle est là, greffée dans le cerveau et qu'on ne peut pas passer à autre chose. En plus, je vais vous dire un truc, c'est totalement générationnel. C'est totalement générationnel. Aujourd'hui, les jeunes Parisiens ne passent pas leur permis de conduire. Et il n'y a pas qu'à Paris. Donc, il faut qu'on s'adapte au monde qui vient. En tous les cas, moi, je le regarde avec gourmandise. S'il vous plaît. Alors, est-ce que j'ai répondu à peu près à tout? Gratuité des transports, le fleuve, les activités, le casque. Je suis assez d'accord, mais ça passerait par la loi pour le vélo. Alors, il y a encore... il y en a ici qui pensent que c'est utile, mais il y a encore des résistances, mais je suis assez d'accord là-dessus. Sur la présentation, sur les cartographies, je vous fais passer ça, bien sûr, parce que ce sont des données très, très intéressantes qui vont pouvoir permettre de travailler aussi à dénouer un certain nombre de carrefours où peut-être les données de trafic, etc., peuvent nous permettre de mieux gérer la fluidité d'un certain nombre de carrefours par la façon dont les feux sont organisés, etc., etc. Donc ça, je vous fais passer, bien sûr, tous ces éléments. Peut-être en conclusion, vous dire que par rapport à la responsabilité collective au travail avec l'État, moi je travaille bien sûr avec Nicolas Hulot sur ces questions-là. On a travaillé avec lui sur la réponse qu'il doit apporter à Bruxelles pour éviter la condamnation de la France. Nous travaillons avec la ministre des Transports sur la loi sur les mobilités parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être effectivement traités dans la loi sur les mobilités et on est en train
train de l'évoquer avec elle. Donc nous sommes dans cette coopération et je peux vous dire que le gouvernement sur ces sujets-là nous accompagne. D'abord parce qu'ils sont, comme la ville de Paris, dépositaires de l'accord sur le climat et que le président de la République sait très bien que le leadership de la France à l'échelle internationale, a fortiori lorsqu'on voit ce qui se passe avec Trump, le président américain, le leadership de la France passe par sa position extrêmement volontariste sur les questions d'environnement, d'écologie et de pollution. Et nous sommes attendus à l'international sur ce sujet-là. Donc bien évidemment, c'est un sujet sur lequel nous sommes en convergence complète avec le gouvernement pour avancer et pour donner des gages, des preuves, et notamment ce que nous faisons aujourd'hui est assez utile au gouvernement dans les preuves qu'il doit apporter à Bruxelles pour ne pas subir les pénalités. Peut-être un dernier point sur lequel je voudrais juste vous alerter. Je pense qu'il faut faire bouger le droit de l'environnement. On est confronté, on l'a vu notamment à l'occasion de ce qui s'est passé sur l'annulation d'un premier arrêté sur la piétonisation des voies sur berge. En gros, le droit de l'environnement a été conçu pour, et c'est normal, empêcher des projets qui pourraient avoir un impact négatif sur l'environnement. Et donc, les études d'impact, les concertations, les enquêtes publiques, etc., ont cette vocation-là. Nourrir le débat public pour que la puissance publique, qui pourrait être tentée par des projets urbains qui pourraient avoir des conséquences négatives sur l'environnement, soit freinée dans ses velléités. Aujourd'hui, ce qu'on a vu notamment sur les voies sur berge, c'est l'utilisation de ces procédures-là pour empêcher un projet qui, lui, est utile à la question de l'environnement, puisqu'il a pour conséquence immédiate de réduire la pollution atmosphérique. Et par exemple, on nous a opposé la question de l'étude d'impact. Ça a été un des arguments de la motivation du juge administratif pour dire que notre décision de piétonisation des berges devait être annulée, en disant l'étude d'impact était insuffisante. En fait, l'étude d'impact mesurait les reports possibles de circulation, etc. Et quand on regarde cette étude d'impact au regard de la réalité qu'on observe 1 an et demi après, en fait, non seulement l'étude d'impact n'était pas insuffisante, mais elle était même plus pessimiste que la réalité de la mesure aujourd'hui. D'accord ? Et nous sommes confrontés, en fait, à une situation où j'ai eu l'occasion d'en parler avec Nicolas Hulot, avec différents, y compris avec le Premier ministre. Nous devrions avoir le droit de l'environnement qui maintient justement cette protection et ces étapes obligeant la puissance publique, que ce soit l'État ou les collectivités, à justifier d'un projet qui pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement, mais il devrait y avoir une voie d'accélération pour répondre à l'urgence climatique et à la nécessité de répondre à ce que l'accord sur le climat signé à Paris nous oblige à mettre en œuvre avec beaucoup plus de rapidité. Donc, moi, j'arrive en retour d'expérience de ce qui se passe là, quand même, un tribunal administratif qui nous dit vous devez rétablir les véhicules sur les voies sur berge, une Commission européenne qui va sanctionner la France parce qu'elle ne respecte pas ses obligations en matière de qualité de l'air, des affaires qui vont être portées au pénal pour mettre en cause des élus qui n'auraient pas fait ce qu'ils devaient faire, des normes internationales. La France est en train de travailler sur le fait que l'accord de Paris pourrait être contraignant, et il y a un travail de tous nos juristes à l'échelle internationale qui est mené par Laurent Fabius pour rendre contraignant l'accord de Paris. Et nous, je dirais en bas de l'échelle, nous ne pourrions pas mettre en place des mesures qui sont quand même des mesures qui relèvent du maire,
Bien sûr que je dois concerter avec beaucoup de gens et que Paris appartient aux Parisiens et pas que, et qu'il faut intégrer le fait que Paris, c'est aussi la capitale de la France. Enfin, pas au détriment des Parisiens. Ça, c'est le grand débat qu'il y a toujours eu entre est-ce qu'il faut un maire à Paris, élu par les Parisiens, et est-ce que le maire a le droit de prendre des mesures qui sont utiles à ses habitants, aux habitants de sa commune, ou alors est-ce qu'il doit toujours être entravé par le fait que c'est pas un maire comme les autres et que c'est un maire sous tutelle et qui devrait presque être nommé par l'autorité centrale. Bon, je crois que ce débat est tranché depuis longtemps, mais on est quand même un peu dedans. On est un peu dedans. On est un peu dedans. Et moi, je suis plutôt d'avis de dire que face à cette complexité juridique d'injonctions très contradictoires qui nous viennent d'un peu partout, il y a peut-être à clarifier les choses et à promouvoir une voie sur les projets environnementaux qui permettent d'accélérer les réponses face à l'urgence climatique. Voilà donc pour cette audition d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, interrogée par les sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, interrogée bien sûr sur la pollution de l'air. La maire de Paris qui assume, vous l'avez entendu, sa politique visant à réduire la place de la voiture polluante. Je ne peux pas attendre que tout le monde soit d'accord pour régler le problème, a déclaré la maire de Paris sur la pollution. Anne Hidalgo a d'ailleurs évoqué un problème de santé publique en rappelant le nombre de décès, 2500 décès prématurés dans Paris intramuros chaque année et 6000 morts dans la métropole du Grand Paris. Autre dossier polémique, la piétonisation des voies sur berge rive droite. Et là encore, Anne Hidalgo a vertement répliqué, vous l'avez entendu, aux élus de droite, les élus les Républicains qui l'interpellaient. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.